chaque expérience vécue pour améliorer encore un peu plus ces mécanismes. Vous avez raison de dire, lorsque la crise a éclaté au Burkina Faso, je faisais partie de la mission conjointe qui est arrivée dans le pays dès le 31 octobre, et nous avons rencontré toutes les forces vives du Burkina Faso. Et je dois dire que beaucoup de sections des forces vives nous ont fait le reproche en disant votre action est invisible dans la prévention, vous n'avez rien fait pour empêcher qu'on en arrive là. Nous leur avons expliqué que, bien sûr, chaque organisation a ses insuffisances, mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Et nous leur avons expliqué toutes les actions de diplomatie préventive qui ont été engagées spécifiquement dans le cadre de la situation du Burkina Faso. Mais on leur a fait comprendre aussi que nos organisations fonctionnent selon des règles et à l'intérieur des mandats qui lui sont confiés par les chefs d'État et de gouvernement. Nous avons reconnu qu'il y avait effectivement des insuffisances et nous avons promis de travailler pour corriger ces insuffisances et améliorer notre fonctionnement. Et nous les avons aussi invités, de leur côté aussi, à s'améliorer, parce que le tort ne vient pas seulement que des organisations internationales. Après tout, les organisations internationales ne sont pas responsables des situations créées dans les États. C'est les classes politiques, c'est la société civile, c'est tous les responsables qui sont responsables de cette situation. Donc nous tous, nous devons faire notre autocritique et permettre d'améliorer ce que nous faisons. Et nous avons été les premiers à reconnaître que nous avons des insuffisances et nous avons promis à toutes les forces vives que nous allons travailler à améliorer ce que nous avons actuellement. Donc, la situation au Burkina a été certainement source de leçons, mais nous avons appris également dans d'autres cas de situations que nous avons vécues dans notre région, pas seulement dans la situation du Burkina Faso. Donc je voudrais dire oui, la situation au Burkina a été pour quelque chose, mais elle n'est pas l'exclusive cause qui a amené cette décision. Le but de ce retoilettage, c'est tirer les leçons de notre expérience et améliorer nos mécanismes. C'est la raison pour laquelle les chefs d'État et de gouvernement ont accepté la recommandation des ministres visant à convoquer un comité d'experts pour revoir nos deux protocoles, à savoir le protocole sur la gestion, la prévention des conflits, le maintien de la paix et de la sécurité, et le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. L'idée étant donc de revoir ces dispositifs et permettre à notre communauté d'être plus proactive, d'être plus efficace en matière de prévention. C'est la raison pour laquelle il est expressément demandé de se pencher sur la problématique de la limitation des mandats présidentiels. Et ce comité d'experts aura à réfléchir, entre autres sujets, à celui-ci et faire des recommandations appropriées au Conseil des ministres qui lui-même s'en référera à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Nous pensons que ce faisant, on améliorera certainement la façon de travailler de la CEDEAO et nous serons beaucoup plus efficaces à l'avenir. This matter will be subject for discussion in a meeting of an expert committee. So finally, the head of states have broadened the terms of reference of this committee. They are no longer talking about limitation of terms at the presidency. They want the whole issue to be reconsidered, including the possibility of limitation of terms at the presidency. But other matters also will be discussed. We will compare the situation on every single member state of ECOWAS and see if we can come to a common ground to adopt a principle that will be valid all over ECOWAS. That is the intention in order to avoid the kind of situation we have seen in Burkina Faso. So this is the intention and this is what we are going to do. Yes, in principle, these enhancements of the power of the ECOWAS parliaments have been approved. However, Council recommended that the financial implication should be reviewed first before a final decision is taken, because there is no need for our head of states to adopt a protocol and later on find out that they do not have the financial means to implement that decision. This is the reason why Council has advised that the financial implication of this enhancement be studied by the next AFC, that is Administration and Finance Committee of ECOWAS, in order to ensure that ECOWAS has the proper means to
to implement this additional protocol. It is when this study will be done that actually this protocol will be signed by our head of state and governments. Vous savez que durant des années, vous avez vous-même été témoin des complaintes de nos concitoyens qui se plaignent de la mauvaise application des textes de la CEDEAO, des obstacles que vivent nos citoyens lorsqu'ils veulent se mouvoir dans l'espace communautaire. Et hors cela, les textes, théoriquement, le prévoient. Moi qui vous parle, j'étais secrétaire exécutif adjoint de la CEDEAO chargé des affaires économiques quand ces protocoles étaient mis en œuvre dans les années 85. Vous savez que donc c'est un objectif que nous poursuivons depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, nous avons constaté qu'il y a des imperfections. Il y a des difficultés, les citoyens éprouvent des difficultés à bénéficier de leurs droits. Alors, après avoir fait l'analyse, nous avons proposé aux chefs d'État et de gouvernement de revoir ces protocoles, voir ce en quoi ils sont difficiles à appliquer pour les simplifier, pour que ça soit plus facile pour les administrations et pour les administrés de pouvoir mettre en œuvre ces protocoles. C'est la raison pour laquelle nous avons convoqué cette année, au mois de juillet à Ouagadougou, le premier forum régional citoyen de la CEDEAO, où nous avons appelé tous les acteurs intervenant en matière de libre circulation des personnes et des biens, que ce soit les usagers de la route, les transporteurs, les policiers, les gendarmes, les agents chargés de la quarantaine, tous ces personnels et les chambres de commerce, le secteur privé, tous ces acteurs ont été réunis à Ouagadougou et ont fait chacun l'autocritique de la situation. Nous avons mis tout sur la table, nous avons écouté les uns et les autres et nous avons reconnu que notre système devait être amélioré. C'est la raison pour laquelle nous avons entrepris d'élaborer une feuille de route pour enlever les derniers obstacles qui s'opposent à la libre circulation des personnes et des biens. Et cette feuille de route a été acceptée au sommet de la CEDEAO qui s'est tenu le 10 juillet à Accra. Et l'un des éléments de cette feuille de route, recommandé et attendu avec impatience par les citoyens, est l'adoption de la carte d'identité biométrique et l'abolition de la carte de séjour. Et la carte d'identité biométrique va remplacer la carte de séjour. Il est entendu que c'est une carte biométrique, une carte à puce qui contiendra les données essentielles de sécurité pour chaque citoyen. De manière qu'au passage à la frontière, en présentant votre carte à puce dans une machine appropriée, les éléments d'immigration et de police ont tout de suite les informations vous concernant, de sorte qu'il n'est plus question de remplir des papiers comme on a l'habitude de le voir à l'avenir. Donc vous n'aurez plus ce temps que vous allez perdre à remplir les papiers. L'avantage de la carte d'identité biométrique aussi, c'est qu'elle permettra aux services chargés de la sécurité de disposer d'échanges d'informations. Les systèmes informatiques étant ce qu'ils sont, chaque service de chaque pays aura la possibilité en un clin d'œil d'avoir l'identité du citoyen et d'avoir les informations partagées par les pays voisins. Ceci va favoriser grandement la coopération des services de sécurité dans notre région. Et également, le fait que nous supprimons la fameuse carte de séjour fait que tous les citoyens sont libres de résider réellement où ils veulent en ne présentant que la simple carte d'identité biométrique de la CEDEAO. Nous avons recommandé également qu'il y ait des cartes consulaires informatisées pour chaque citoyen, de sorte que, résidant dans n'importe quel pays, vous n'avez plus besoin d'avoir une carte de séjour. Votre seule carte d'identité biométrique suffit pour vous identifier comme citoyen de la communauté, libre de résider, de vivre et de travailler, mais aussi d'entreprendre, de créer des entreprises où vous voulez. Nous pensons que c'est là un grand progrès pour nos citoyens et nous encourageons nos États à rapidement mettre ce mécanisme en œuvre. Et on s'est donné l'année 2015 pour prendre toutes les mesures préparatoires nécessaires pour qu'au 1er janvier 2016, tous les États de la CEDEAO adoptent cette carte d'identité biométrique qui va grandement faciliter le voyage et le séjour de nos citoyens dans notre communauté. D'abord, je dois remarquer que la corruption n'est pas un phénomène propre à un seul pays, c'est un phénomène universel. Et il faut le reconnaître, mais aussi être déterminé à combattre la corruption. Parce que sans le combat contre la corruption, aucune action efficace n'est possible. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés avec les citoyens de notre région dans ce combat contre la corruption.
Mais en combattant la corruption, il faut que nous ayons le courage aussi de faire notre autocritique. Parce qu'il n'y a pas seulement une partie corrompue. Nous tous, nous sommes responsables de cette situation. L'agent de sécurité qui demande un paiement clandestin, tout comme les citoyens souvent qui préfèrent glisser un avantage pour pouvoir avoir rapidement le service ou peut-être griller sa place dans la queue. Donc il faut que nous reconnaissions cela et que nous nous battions contre cela. Pour cela, les institutions de la communauté sont déterminées à se battre. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé des méthodes innovantes comme la proposition de mettre un bureau d'information de la CEDEAO à chaque passage frontière, où des agents seront chargés de donner à chaque citoyen ses droits et ses devoirs, pour faire en sorte que personne ne soit polié lorsqu'il passe à travers donc une frontière. Nous voulons que les systèmes de taxes perçues soient les plus transparents possibles. Mais nous encourageons aussi les États de faire en sorte que leurs agents soient payés de manière correcte pour leur permettre de vivre sans avoir besoin de recourir à ces petits ajouts qui compliquent la vie de tout le monde. Mais c'est un travail de longue haleine, mais il faut avoir la détermination d'engager ce combat. Et je vous invite, vous particulièrement de la presse, à nous aider et à vous engager dans ce combat. Parce qu'il faut qu'on dénonce tous ces actes de corruption, tous ces actes de malfonctionnement doivent être connus et dénoncés. Et je demande aux citoyens d'avoir le courage de dénoncer ces actes, de les porter à l'information de la CEDEAO pour que nous puissions ensemble les combattre. Mais je répète encore une fois, j'étais à Ouagadougou au Forum citoyen, je crois que les torts sont de tous les côtés. Il faut que nous ayons une décision collective de nous débarrasser ensemble des pratiques de corruption. C'est un combat difficile, mais c'est un combat qu'il faut engager. En tout cas, je puis vous assurer que la CEDEAO fera sa part du travail, en tout cas dans ce combat. Et nous l'avons du reste déjà engagé par la